Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois le chercheur Lassina Diarra, spécialiste de l'islamisme et des mouvements terroristes en Afrique de l'Ouest. Lassina Diarra, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je dois préciser que vous avez publié chez les éditions L'Harmattan, Terrorisme international, la réponse de la Côte d'Ivoire, et votre tout dernier ouvrage que voici, la CEDEAO, face au terrorisme transnational, mécanismes et stratégies de lutte. Vous publierez bientôt un 3e ouvrage consacré à la même thématique. Et puis, je dois également préciser que vous avez publié une étude intitulée « Mon foyer de radicalisation en Côte d'Ivoire ». Je précise bien le point d'interrogation. Alors, ma première question, elle est celle-ci. L'arrestation de l'imam Agib Touré provoque un tollé dans la communauté musulmane. Pourtant, Agib Touré, selon les autorités, est un imam qui aurait proféré dans ses prêches des propos haineux, extrémistes. Alors, comprenez-vous ces vives réactions qui frisent à la fois la menace, mais une sorte de mécontentement, de colère sur les réseaux sociaux? Effectivement, il faut dire que j'ai également écouté la vidéo de l'imam en question, la première vidéo, j'ai dit, et il a tenu un certain nombre de discours, en réalité, qui mettent à mal la cohésion sociale et qui ne favorisent pas le dialogue interreligieux. Et du coup, ça constitue véritablement une menace à la paix civile en Côte d'Ivoire. Et il a été premièrement interpellé par les autorités compétentes, je crois. Et là, il y a eu des admonestations et l'imam en question a récidivé. Et aujourd'hui, il se trouve dans une posture de défiance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est tout à fait normal que l'État prenne ses responsabilités. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la tournure à laquelle les choses peut-être sont en train de partir, c'est quand même dangereux parce que il ne s'agit pas nullement peut-être une critique que l'imam a adressée contre le président Ouattara ou bien le gouvernement en question, mais il s'agit dans ces discours d'analyser la portée, bien sûr, de ces discours dans le contexte national, le contexte régional marqué par la montée fulgurante du terrorisme et de la radicalisation. Alors, je dois préciser que les réactions les plus vives transposent aujourd'hui cette question-là, ce problème-là, sur le terrain politique et social pour mieux condamner cette arrestation-là. Oui, il faut dire, c'est vraiment dommage, mais ça se comprend parce qu'il y a quand même une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie Takia. Il s'agit de se servir des problématiques ou des carences structurelles de l'État de Côte d'Ivoire pour irriguer le corps social, c'est-à-dire en se portant comme le défenseur des plus démunis. Bon, je crois que c'est dans cette logique qu'on s'inscrit. Et malheureusement, il faut pouvoir faire la part des choses. Le discours que l'imam a tenu, et puis voilà, le fait politique, c'est quasiment différent. Donc, je ne comprends pas forcément la vive réaction des uns et des autres sur Internet, le discours en train de défendre l'imam. Il a tenu un certain nombre de discours, pas parce qu'il a été arrêté, parce qu'il est l'imam. Et justement, j'allais demander, qu'est-ce qui, dans ce discours, met à mal la cohésion sociale, selon vous? Oui, mais par exemple, quand il dit dans sa première vidéo, il faut interdire les jeunes musulmans d'aller dans les écoles catholiques ou dans les écoles chrétiennes, et ainsi de suite. Et puis, bon, enfin, nous sommes dans une sphère de métissage culturel. Il y a beaucoup de cadres ivoiriens et peut-être ailleurs qui ont été formés dans les écoles chrétiennes. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Et on ne va pas peut-être se mettre dans une situation d'histoire ou bien dans des situations aussi quasiment difficiles. On peut y aller, on peut aller dans les écoles chrétiennes, faire ses études tranquillement, il n'y a pas de problème. Ça ne dénature pas notre foi, apparemment pas. Mais ce qui reproche également à l'imam, c'est que l'imam a poussé très loin certains de ses discours, quasiment condamnant carrément peut-être la paix civile, compromettant la paix civile en Côte d'Ivoire. Alors, y a-t-il aujourd'hui des poches de radicalisation islamiste en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire... Parce que je rappelle tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, vous avez fait une étude amont sur la question. Oui, et effectivement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux États de la sous-région, semble être menacée un peu par l'histoire de radicalisation, la montée du terrorisme. Ben, pour ce qui m'a été donné de constater, dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire où il s'est passé dans le cadre de mes différentes études, il existe effectivement des poches de radicalisation en Côte d'Ivoire, des discours radicaux, des comportements radicaux. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore bien structurés. Alors, qu'est-ce qui favoriserait aujourd'hui en Côte d'Ivoire cette radicalisation islamiste? Quels sont les facteurs? Le facteur, il faut analyser dans un premier temps que les facteurs se trouvent d'abord au sein de la grande famille de l'islam. Ça, c'est tout à fait fondamental qu'il faut souligner. C'est-à-dire que le pan-islamisme, qu'est-ce que c'est, ou le pan-arabisme, qu'est-ce que c'est. Donc, du coup, il s'agit de prendre toutes les causes religieuses quasiment internationales pour en faire un discours peut-être personnel, et pour en faire un instrument de combat. Et effectivement, ça se réalise en Côte d'Ivoire. Et peut-être d'aucuns parleraient de la problématique politico-sociale, économique, autre, qui favoriserait... Oui, de la pauvreté, le chômage des jeunes. Qui favoriserait un peu le... Mais vous, ce n'est pas votre approche? Oh, non, non, moi, mon approche est carrément différente, parce que, tout simplement parce qu'il faut comprendre le phénomène du terrorisme, que la mécanique idéologique y est extrêmement importante. Vous voyez, avant le déclenchement de l'opération Serval au nord du Mali, le Moudjah, mouvement pour l'unité le djihad en Afrique de l'Ouest, comptait dans ses rangs pratiquement 1000 combattants, ATMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique également. Donc, du coup, avec les premières frappes, et beaucoup de combattants se sont désolidarisés, mais il est resté un noyau. Ça veut dire que ce noyau croit effectivement à la conviction que ce qu'il fait est tout à fait juste, et c'est ce qui peut amener l'individu à la réalité céleste. Alors, c'est quoi le cheminement d'un radicalisé? Le radicalisé, vous allez le constater dans un premier temps, il va d'abord se désolidariser de sa communauté traditionnelle. Et il va tenir des discours contre d'abord l'État, et il va commencer à être réfractaire aux lois de la République et commencer à être dans une histoire de excommunication, ça veut dire que construire les autres comme ce ne sont pas des vrais religieux, des vrais musulmans, puisque c'est de l'islam que nous parlons tout à l'heure. Et donc, du coup, il va vivre bien renfermé, il rejette tout ce qui est de l'État, et il rejette tout ce qui ne semble pas être bon pour lui. Peut-être il est dans une sorte d'idéal type de croyance religieuse. Alors, donc du coup, il va développer en lui une sorte de vision plus ou moins entre griffes erronées de l'islam. Du monde, ou bien peut-être de la politique, des réalités, voilà, du moment. Donc, du coup, il va commencer à faire la promotion de sa foi, la promotion de son idéologie religieuse au détriment de toute autre sensibilité. Donc du coup, il va basculer progressivement dans ce qu'on appelle la radicalisation qui, dans un premier temps, je précise, à ce niveau, n'indique pas forcément le recours aux moyens de guerre, c'est-à-dire aux armes hautes, mais progressivement, il va y avoir, parce qu'il se rend compte que ce qu'il a, il détient seul la vérité, et la vérité qu'il a, c'est la vérité universelle. Et quand est-ce qu'il bascule alors dans l'islamisme radical? Oui, là encore, il faut pouvoir analyser, parce que l'islam est une religion. Et l'islam a effectivement ses règles, ses préceptes, qui commandent un certain nombre de comportements. Et qui sont fondamentalement pacifistes. Je dois insister là-dessus. Oui, quand on fait une analyse peut-être historique, une analyse contextuelle, on comprend bien sûr que ce sont des règles qui sont pacifiques. Voilà. Mais quand on sort du contexte, on comprend que ce n'est pas pacifique. Donc, du coup, l'islam va régir la vie politique, la vie sociale, la vie économique, bien sûr. Donc, du coup, on comprend que c'est une religion empreinte d'idées de gouvernance. Alors, là, il y a un facteur qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle l'islamisme. L'islamisme va se servir des revendications politiques contenues dans des règles politiques contenues dans l'islam pour en faire un instrument de combat. Donc, du coup, il va se placer dans une réalité politique
pour dire que non, il faut l'établissement d'un État islamique, il faut cela, il faut que les lois républicaines de l'État qu'il a vu naître se transforment voilà, en position par rapport à la loi divine. Justement. Donc, du coup, ça devient extrêmement dangereux pour le reste de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons bien pensé la question du terrorisme? Y a-t-il une spécificité africaine dans l'approche des stratégies de lutte contre le terrorisme? Si oui, quelle est-elle? Aujourd'hui, la problématique du terrorisme est pensée à divers niveaux. Certains pensent que la lutte contre le terrorisme, il faut absolument des moyens militaires, des moyens sécuritaires, ainsi de suite. Ben voilà. Mais ce qui est plus fondamental, quand on regarde un peu en Europe, la manifestation du terrorisme aujourd'hui en Europe, particulièrement la France, elle est quand même différente, à part dans le contexte africain, peut-être ouest africain, à part le Nigeria et le Mali qui vivent des terrorismes endogènes. La Côte d'Ivoire et les autres pays n'ont pas encore connu ce qu'on appelle le terrorisme endogène, c'est-à-dire que la menace intérieure, c'est plus la menace extérieure. Donc nous avons encore la possibilité de penser le phénomène, de faire en sorte que nous pouvons avoir une dynamique de réponse africaine, une dynamique de réponse régionale pour pouvoir lutter contre le phénomène. Et alors, lorsque nous n'allons pas pouvoir tenir compte de nos propres réalités pour lutter contre le terrorisme, il sera difficile de pouvoir lutter contre cette hydre qui menace la sécurité nationale et internationale. Alors, l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, ce sont les renseignements. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on a les moyens d'avoir des renseignements efficaces, même si quand on se réfère aux attentats de Bassam récemment, il y a eu quand même beaucoup d'avancées qui ont été faites, puisque voilà, il y en a qui ont été interpellés, des auteurs ont été interpellés, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de renseignement, nos États sont bien outillés? Est-ce qu'au-delà, il ne faudrait pas aussi impliquer les populations dans la mise en œuvre de ces renseignements sécuritaires? Oui, effectivement, j'ai toujours dit Quand on voit la porosité également de nos frontières. J'ai toujours dit que la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte réactive, c'est une lutte préventive. Vous évoquiez tout à l'heure la question du renseignement, c'est-à-dire vous placez dans la poursuite préventive, je suis entièrement d'accord avec vous. Et quand vous me demandez si les renseignements sont aujourd'hui efficaces pour lutter contre le terrorisme, ben voilà. Je vais dire qu'il y a quand même une avancée dans la lutte contre le terrorisme par le moyen de renseignement. Quand même, il y a une avancée, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il y a quand même une avancée. Mais si ces avancées suffiseraient, je leur dis qu'il n'y aurait plus d'attentats dans le monde, particulièrement dans la sous-région. Donc on n'est jamais à l'abri. Oui, on n'est jamais à l'abri. Donc c'est ce qu'il fait. C'est qu'il faut pouvoir, au-delà, parce que la question de la mécanique idéologique, elle est extrêmement importante dans dans la lutte contre le terrorisme. Alors reprécisez-nous votre pensée. Alors, qu'est-ce qu'on a la mécanique idéologique? L'individu, il passe sous la dévotion pure. On pense qu'il est dans une question de religiosité ou bien il est dans une pratique de religion, mais en réalité, il va jusqu'à professer des discours qui tracent du coup le chemin de la radicalité. Vous voyez, vous allez voir, mais c'est moi, il le fait sans transgression. Alors, dès l'instant où il n'y a pas de transgression, apparemment, il n'y a pas d'infraction. Donc, du coup, ce sont des choses qui passent sous les radars des services de renseignement. Mais l'individu, il se radicalise de plus en plus. Aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est qu'il n'y a pas de radicalisation. Il n'y a pas forcément de radicalisation en masse, il y a des auto-radicalisations. Donc, ce sont des choses qui échappent carrément au contrôle des services de renseignement. Donc, il faut que le service de renseignement prenne cette dimension en compte, comprendre la volatilité et l'évolution fulgurante du phénomène pour pouvoir lutter contre. Alors, est-ce que on peut penser un seul instant qu'aujourd'hui, je vais dire, la destruction géographique du territoire de l'État islamique, est-ce que ça reste une victoire? Mais est-ce que ça change aujourd'hui la vision du terrorisme au Sahel, en Afrique de l'Ouest? Oui, une victoire militaire, oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord.
mais est-ce que c'est une victoire à long terme? J'ai dit non. Et alors, ce que vous me posez comme question, je crois que c'était l'une des thématiques sur lesquelles j'ai intervenu à Paris en mars dernier. Aujourd'hui, la déconfiture de l'État islamique, la déconfiture militaire, je précise, de l'État islamique au Moyen-Orient, a une forte répercussion carrément en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la bande sahélo-sahélienne. Ça, c'est incontestable. Et du coup, nous avons une antenne de l'État islamique menée par Mohamed Abou Sahraoui Adnan, qui a revendiqué des attentats, qui a commis des attentats et qui les a revendiqués au nom de l'État islamique. Et ce qui est problématique aujourd'hui et ce qui pourra véritablement constituer boule de cristal aux forces de G5 Sahel, c'est que Abou Sahraoui Adnan cherche une connexion avec les mouvements terroristes tels que Al-Qaïda au Maghreb islamique, autres. Alors, ça, c'est tout à fait c'est cela. Mais idéologiquement, Al-Qaïda est, pas idéologiquement, mais au niveau des approches, Al-Qaïda et l'État islamique sont plus ou moins opposés. Alors, qu'est-ce qu'on assiste avec Abou Sahraoui Adnan? C'est qu'il veut une nouvelle orientation du djihad sahélien, c'est-à-dire recruter ce qu'on appelle les microcellules, c'est-à-dire que les jeunes qui sont encore réceptifs au discours, et pour pouvoir les transformer. Et c'est dans cette dynamique qu'il est. Et il va donner encore une nouvelle orientation au djihad, c'est-à-dire que se mettre dans une guerre anti-impérialiste. Vu la présence massive des forces étrangères telles que l'opération Barkhane, qui est une force française, et il y a la présence des soldats américains et autres puissances étrangères. Donc, du coup, pour faire comprendre à la population que ces forces ne sont pas là, ne sont pas présentes réellement pour lutter contre le terrorisme, mais c'est pour... Ce sont des forces d'occupation. D'occupation et d'exproprier le citoyen lambda. Très bien. Toute dernière préoccupation, quelle est aujourd'hui la configuration des mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest? C'est quoi la configuration de ces mouvements-là? Oui, ils sont toujours dans une question de conquête spatiale, ça il faut le noter. Maintenant, peut-être se propager vers le golfe de Guinée parce que le Sahel aujourd'hui, avec la présence de nombreuses forces étrangères et puis bon, voilà, le cadrage systématique au niveau du renseignement. Et donc, il faut pouvoir ouvrir d'autres fronts de combat. C'est ce qu'on a appelé le maillon faible qu'ils ont constaté au Burkina. Et aujourd'hui, après le nord du Burkina, ils descendent jusqu'à Ouagadougou. Et je crois qu'il y a eu quelque part des groupes qui ont été démantelés à l'est du Burkina. Donc du coup, ils essaient d'étendre un peu l'espace géographique, descendre plus au sud. La finalité, c'est le golfe de Guinée. Donc la configuration qui va se présenter, c'est qu'il y aura encore une nouvelle génération de djihad et il y aura encore de nouveaux groupes djihadistes qui vont naître dans l'espace ouest africain, c'est certain. Très bien. Lassina Diarra, merci d'être passé par chez nous et très bonne journée. Merci, je vous remercie.